Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV et je suis très heureux de vous retrouver comme chaque mois pour l'ultra haute émission, le 18e numéro déjà, vous le savez, votre rendez-vous dédié aux séries, aux films, aux belles images et aux meilleurs sons. Avec au sommaire cette semaine, ou plutôt ce mois, le top 5 des séries avec Sens Critique et Guillaume Boutin qui nous dira quelles sont les séries qui buzzent sur le site Sens Critique. Et puis une nouveauté, on découvrira une nouvelle plateforme de replay, le replay du groupe Altis, RMC, BFM Business, BFM TV, 01 TV maintenant réunis sur une même entité, on en parlera tout à l'heure. Et puis on s'intéressera au phénomène de la licence Sans un bruit 2 sort au cinéma et Pierre Thuélien viendra nous parler de tout cela. Et puis, avec Laure Foulquier, on ne zappera pas ce mois-ci. On ira dans les salles obscures, on retournera au cinéma avec sa petite sélection de films qui sont actuellement à l'affiche. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour l'ultra haute émission sur 01 TV. Voilà, l'ultra haute émission avec le hashtag UHE sur Twitter si vous voulez réagir. On est très heureux, bien sûr, de vous retrouver pour cette émission un peu unique dans le PAF pour parler à la fois de séries, de films et puis de l'aspect technique de tout cela avec le son et l'image. Et j'accueille tout de suite Guillaume Boutin qui est notre premier invité, qui fait partie de la team de l'UHE. Salut Guillaume. Salut François. Ravi de te retrouver Guillaume. Et on va tout de suite se retrouver juste après ce petit jingle pour évoquer le top 5 des séries du mois. Guillaume Boutin, donc, le cofondateur du site senscritique.com, je pense et j'espère que vous connaissez Sens Critique. Si vous avez envie, par exemple, un week-end, de vous faire une bonne série, vous ne savez pas quoi choisir, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de choix, allez sur Sens Critique, vous aurez peut-être quelques éléments de réponse. Alors, on parle de séries, évidemment, sur Sens Critique, Guillaume, mais évidemment, c'est le cinéma, c'est les bouquins, c'est la musique, voilà, c'est toute l'offre de divertissement aujourd'hui, et on vous invite à y aller. Le top 5 des séries qui buzzent en ce moment via la communauté de Sens Critique. Eh bien écoute François, on va commencer par Mare of Easttown, que je vous dis avec l'accent, je suis très fier, je l'ai travaillé. Alors attention, c'est une série qui est sortie le 19 avril et qui n'était pas en binge. C'est ça. Donc elle vient de se terminer il y a peu de temps, donc c'est pour ça que je vous en parle que maintenant. Et je me suis régalé, moi sincèrement je l'ai vu, je trouve cette série exceptionnelle. Voilà. Bah, écoute, oui, ça ne m'étonne pas parce qu'on va dire que c'est la belle prod HBO du moment, avec un très beau casting. Kate Winslet, qui est très très rare en série, sa dernière apparition date il y a une dizaine d'années. Elle est exceptionnelle. Je ne sais pas si tu as vu la série. Non, je ne l'ai pas encore vue. Je t'invite à la regarder cet été quand tu auras un petit peu plus de temps. Ah non, c'est ma prochaine même. Elle est vraiment excellente, vraiment. Et avec un rôle pas facile d'ailleurs dans cette série. Mais tout à fait. Et aussi avec Guy Pearce, pour ceux qui connaissent, c'est l'acteur culte de Memento. Voilà, et c'est créé par Brad Inglesby, qui est à la base surtout un scénariste, qui avait notamment fait Les Brasiers de la colère et qui là s'essaye à la série. Et pour un premier coup, c'est un coup de maître. Chez nous, c'est un très gros carton, ça fait vraiment partie des 3-4 très belles séries de l'année avec 7,7 de moyenne. On y suit le parcours de Mare Sheehan, Marianne, Mare c'est son diminutif, qui est détective dans une petite ville de Pennsylvanie et qui enquête sur la mort d'une adolescente et qui, à côté de ça, doit faire face à une vie personnelle un petit peu chaotique. Alors, sur le papier, au final, c'est assez cliché. Voilà, la détective qui a une vie difficile dans une petite ville américaine, très en pauvre, proie, pauvre, voilà, où beaucoup de choses ressortent. On pense à Twin Peaks, on pense à Broadchurch, avec toujours ce scénario assez noir. Bon, en plus, c'est une adolescente qui meurt, etc. Donc, sur le papier, il y avait des petites réticences de dire, OK, on l'a vu 100 fois. Et en fait, non, pas du tout. Toute la communauté a vraiment été convaincue, d'une part par la qualité de la réal, par la qualité du scénar, et surtout par Kate Winslet, qui est aussi productrice d'ailleurs, et qui porte vraiment la série sur ses épaules. Je vais vous citer Fredika, un de nos habitués, pour qui Mare of Easttown est avant tout le magnifique portrait d'une femme se débattant avec ses propres fantômes et démons, tout en essayant d'exorciser ceux qui planent autour de son enquête. Donc c'est un parallèle véritablement entre son personnage et son enquête. Alors c'est aussi une peinture assez dure, assez réaliste d'une société américaine
en déliquescence, avec qui doit faire face à beaucoup de maux, le chômage, etc. L'alcool, Enfin voilà, vraiment la petite ville américaine un peu glauque. Ouais, Et alors j'avoue, j'ai découvert un nouveau terme que j'aime beaucoup, qui nous vient un de nos habitués d'ailleurs de l'émission, Eric Poquespagne, qui est un de nos grands critiques, pour qui c'est une des meilleures œuvres cinématographiques. Alors il emploie cinématographique à dessin parce que vraiment il y a une qualité de réal. Donc une des meilleures œuvres cinématographiques springsteeniennes. Voilà, parce qu'on retrouve l'authenticité américaine Exactement. dans cette série, c'est vrai. Sans phare, c'est-à-dire que c'est très sombre. Il y a un petit peu d'humour de temps en temps, il y a des petites touches d'humour quand même. Bien sûr, mais c'est vraiment l'Amérique profonde, pauvre. Et franchement, c'est une très très bonne série que je vous invite. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le jeu de Kate Winslet, qui est sans phare, pas de maquillage, vraiment, qui n'est pas vraiment mise en avant et sous son meilleur jour dans cette série, mais c'est excellent. Et ce que je me dis à chaque fois, je suis impressionné, c'est vraiment une série, on regarde la première minute, même si on sait pas où on est, on sait que c'est du HBO. Et ça, je trouve que c'est tellement rare aujourd'hui de reconnaître la patte en fait d'un diffuseur d'une série, c'est incroyable. Franchement. En fait, à l'inverse, tu peux le retrouver aussi avec Netflix, mais pas dans le même sens. Oui, alors voilà, pas dans le même sens. Le côté un petit peu binge-watching, facile, lissé, tu sais que c'est sur du Netflix. Exactement. HBO, qualité cinématographique, réal, casting, véritable ambiance et atmosphère créée. Tu sais que c'est HBO. Voilà, je rappelle, moi, il y a un de mes slogans préférés de toute l'histoire de la pub, c'est HBO. It's not TV, it's HBO. Voilà, c'est ça, effectivement. Parfait. On n'a pas de neuf sur HBO Max, Orange, etc. Non, du tout pour l'instant. Non, mais il y a de plus en plus de vraiment dans les confidences de tout cela. Pas tant que ça. Non, mais en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de séries HBO qui arrivent sur Canal. Notamment, il y a une série qui arrive en juillet, alors qui est sortie sur HBO au mois d'avril, qui s'appelle Made for Love. Qui a l'air très très bien d'ailleurs, un peu anticipation, et qui arrive là début juillet sur Canal, donc une de plus. Pas sur OCS donc, en fait. D'accord. Voilà, mais Easttown, si vous avez le temps cet été, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. L'autre choix de la communauté Sens Critique, eh bien, c'est une nouveauté Disney+. Tout à fait, on change complètement d'univers, puisque donc on va sur Disney+, pour aller découvrir Loki, la série Loki. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers de l'univers du MCU, du Marvel Cinematic Universe, Loki, c'est un peu le personnage badass. Alors, c'est un personnage secondaire, c'est pas un des héros qu'on met le plus en avant, mais voilà, c'est le dieu de la malice, il est insolent, il est ironique, il est plutôt méchant, mais il fait beaucoup rire, à la fois par ses répliques, mais aussi parfois à ses dépens. Et donc, en vrai, c'est le personnage secondaire en fait, qui a vraiment émergé dans la licence. Et donc, forcément, fallait qu'il ait sa série. Bah ouais, bien sûr. Et écoute, chez nous, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien même. Les 2 premiers épisodes ont été diffusés. On est pour l'instant sur une moyenne de 6,9. Ce qui est pas mal. Oui, qui a même augmenté entre les 2 premiers épisodes. Voilà. Et en gros, globalement, ils ont bien respecté les codes. Les fans du personnage s'y retrouvent très très bien. Voilà. C'est un petit peu second degré. C'est un peu moins lisse que ce qu'on peut voir dans les Marvel habituels. Et alors, juste pour info, l'action se situe juste après la fin du dernier Avengers au cinéma, Endgame, où Loki en fait avait disparu parce qu'il était revenu dans le temps, etc. Bon bref, je vous passe ces détails, mais heureusement les scénarios sont là pour faire tenir les licences le plus longtemps possible. Et voilà, après, ceux qui n'adhèrent pas au MCU sont toujours pas très convaincus. Je vais vous citer Lied, qui nous dit que pour l'instant, c'est une série à l'image de son personnage principal, prétentieuse et sympathique, mais jamais à la hauteur de ses ambitions. Si c'est volontaire, chapeau. Bon, très bien. Est-ce que là, c'est du binge-watching ou c'est chaque semaine un épisode Là, on est à 2 épisodes, le 3e, ces jours-ci. C'est une tendance de plus en plus présente, ça. Le fait tout à fait, parce de que saucissonner en fait les saisons. Il n'y a que Netflix qui garde en fait cette. Ah non, alors parfois, ça dépend, parce qu'en fait, tout dépend des séries, en fait. Si c'est pas une vraie prod, parfois ils diffusent aussi en allongé. Après, mais Netflix a annoncé qu'ils allaient revenir du binge sur certaines séries, parce que l'intérêt de cette diffusion hebdo, c'est que tu entretiens le bruit de la série en fait sur plusieurs semaines. Bien sûr. Alors qu'une série que tu proposes en binge, même si elle est très bien, sauf quelques grandes exceptions, ça va durer 2-3 semaines, un mois. Là, tu fais vraiment tenir les gens pendant plusieurs mois. Et même en termes d'abonnement, c'est intéressant, puisque sinon, tu t'abonnes, tu te désabonnes pour mater tes séries. Là, tu es un peu obligé de garder ton abonnement. On enchaîne la 3e série qui buzz le plus sur Sens Critique. C'est une série Netflix, justement, et c'est Sweet Tooth, exactement. C'est bien entraîné pour les accents aujourd'hui. Chaque mois, on a notre petite série SF Netflix inspirée d'une licence existante. La voilà, donc à la base c'est un comics. Alors c'est un scénario
hyper original. Non, je suis ironique évidemment. Alors, le monde est en plein chaos. Il est dirigé par des méchants. On les appelle même comme ça dans la bande-annonce. Oui, les méchants ont pris le pouvoir, donc vraiment, c'est pas trop enquiquiné. Et via des trucs un peu génétiques, il y a une nouvelle espèce qui naît. Ce sont les hybrides, qui sont des mi-enfants, mi-animaux. Donc, il y en a avec des cornes de cerf, d'autres des petites têtes de petits cochons, etc. Et forcément... on voit des petits bébés là avec des... tout à fait. D'accord. Et les méchants veulent les exterminer forcément. Et on va suivre donc le parcours de Gus, un des gentils petits hybrides qui veut leur échapper, accompagné de son copain, qui est un gros costaud dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse. Et donc voilà, ça va être le classique récit initiatique où ils vont parcourir les États-Unis pour essayer d'échapper aux méchants. Voilà, c'est assez stéréotypé, c'est assez lisse, c'est assez manichéen. C'est Netflix. Les fans du comics créent un peu au scandale parce qu'évidemment, ça a été aseptisé. Néanmoins, c'est pas si mal noté que ça. C'est à 6,3. Pour une série comme ça, ça veut dire que ça fait le job. Voilà, ce type de série parfois peut descendre à 4-5 de moyenne chez nous. Vraiment, c'est. Là, le contrat est rempli malgré tout. Exactement. Et globalement, ce qui ressort des critiques, c'est que ça va s'adresser, parce que c'est une jolie histoire quand même, et ça s'adresse un petit peu aux gens qui ont gardé un petit peu leur âme d'enfant et qui peuvent accepter comme ça ces jolis contes, avec quand même des scènes un petit peu dures dedans, parce que les méchants sont très très méchants. Mais voilà, globalement, ça fait le job, et en audience, ça marche très bien. Sweet Tooth, donc. Numéro 4 dans le classement des séries qui buzzent le plus sur Sens Critique. Là, pour la 4 et la 5, on va aller du côté d'Amazon Prime Video, qui monte en puissance petit à petit. Tout à fait. On le remarque, il y a de plus en plus de séries de qualité sur Amazon Prime. Et la 4e, c'est une série qui s'appelle The Underground Railroad, qui est une série qui fait le buzz en ce moment. Beaucoup de gens en parlent. Tout à fait. Alors déjà, son créateur, c'est Barry Jenkins. C'est pas n'importe qui. C'était le réalisateur de Moonlight, qui avait été oscarisé en 2017 ou 16, je ne sais plus, 2017 je crois. Pour rappel, vous savez, c'était le fail qu'il y avait aux Oscars où on avait annoncé La La Land et en fait c'était Moonlight avec Warren Beatty et toutes ces histoires. Bref, donc c'est quand même un très grand réalisateur. C'est tiré d'un best-seller, donc best-seller éponyme. C'est un réalisateur très engagé dans la veine de ce cinéma porté notamment par Jordan Peele ou Little Marvin, qu'on avait vu récemment dans la série, qui avait créé récemment la série Them. Et donc, en gros, ça se passe au temps de l'esclavage. On va suivre le parcours d'une jeune esclave, Cora, le parcours la traque. Voilà, elle s'est échappée, elle est poursuivie par un horrible chasseur d'esclaves, évidemment, horrible, très méchant. Mais alors, ce qui fait l'originalité de cette série, c'est qu'en fait, il s'agit d'une uchronie. C'est-à-dire que le créateur a joué un petit peu, a ajouté en fait des choses qui n'existent pas. Enfin, le romancier, c'était dans le roman au départ. Avec, voilà. Et pourquoi ça s'appelle The Underground Railroad? Puisqu'il a imaginé qu'à l'époque, il y avait un réseau ferré souterrain qui était un petit peu un réseau pour permettre aux esclaves de s'échapper. Secret, évidemment. Alors, ça a pu déstabiliser certaines personnes, et c'est marrant parce qu'aux États-Unis, ils acceptent beaucoup ce côté un peu uchronique qu'on peut retrouver parfois, notamment chez Tarantino. Les Français, ça peut un peu les déranger. Quand on mélange l'histoire et la fiction, en quelque sorte. Ouais, et surtout, si on ne le sait pas au début, on peut être très déstabilisé. Apparemment, il y a plein de gens qui sont renseignés, qui ont tapé sur Google. Mais qu'est-ce que c'est que ce tunnel, etc. Voilà, c'est clairement une invention. Ça frôle parfois même le fantastique, donc ça va quand même assez loin. Néanmoins, ça fonctionne aussi très très bien chez nous. C'est une moyenne de 7,5, notamment par la qualité de la prod. Amazon a vraiment mis les moyens. Ça on a un niveau de réalisation c'est une qualité cinéma extraordinaire. Beaucoup sur la photo, beaucoup sur les lumières. C'est particulièrement léché et ça montre la volonté aussi d'Amazon probablement d'aller vers des séries donc plus exigeantes. Je ne pense pas que c'est avec cette série qu'ils vont battre des cartons d'audience. En revanche, ils montent vraiment le niveau, ils veulent se faire une place, peut-être se rapprocher justement d'un HBO, et peut-être plus que Netflix d'ailleurs, qui au final a peu de séries comme ça, de cette qualité cinématographique et de réalisation. Il y a eu quelques séries comme ça de Reese Witherspoon qui était d'ailleurs sur... qui était sur Prime aussi. Qui était sur Prime et qui ressemblait beaucoup justement aux productions HBO aussi. Et qui traitait aussi du racisme. C'était Little Fires Everywhere. Oui. Une très très bonne série qui aussi. arrivait, mais qui aurait pu très bien arriver aussi sur HBO, qui était sur Amazon. Donc tu as tout à fait raison. Donc ça c'est la 4e et la 5e saison qui buzz le plus sur Sens Critique ce mois-ci. Eh bien c'est encore une série Prime et française cette fois-ci. Ben oui, ça fait plaisir. Oui,
ça fait plaisir. Une série qui s'appelle Mixte, qui vient tout juste de sortir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des toutes premières productions françaises de Prime en fiction, j'entends. Peut-être même la première. J'aurais peur de dire une bêtise, donc je ne vais pas en dire plus. Mais en tout cas, voilà, c'est une des premières. C'est un sujet, c'est assez... Alors, c'est une série drôle, hein, mais qui a quand même un sujet de fond. On est en 1963, le lycée Voltaire, qui était un lycée exclusivement de garçons, voit débarquer les premières filles. Donc forcément, les garçons sont déstabilisés. Ouais. Évidemment, ça déstabilise tout. Alors derrière, c'est pas non plus n'importe qui, c'est Marie Roussin, à qui on doit notamment Les Bracelets Rouges, qui a été à la fois un succès d'audience sur TF1, mais aussi un succès critique. Pour l'anecdote, Les Bracelets Rouges, chez nous, c'est noté 7,5. Pour une série TF1, je crois d'ailleurs, ça doit être la... C'est rarissime. Ouais. Mais même, c'est une série qui avait été saluée aussi par Télérama. Enfin, il y avait vraiment un consensus. Et puisqu'ils en étaient à la 3e saison, donc vraiment une série qui avait... Donc voilà, Marie Roussin, en gros, elle bosse bien, on peut le dire. Et Mixte, alors, moi, sur le papier, sincèrement, j'aurais pas parié un copec sur la communauté Sens Critique. Eh bien, je me suis trompé, puisque ça fait vraiment partie des jolies surprises du moment. Déjà, ça marche, les gens la regardent, et en plus, les retours sont bons. La série a 6,9. Alors déjà... La réal est très correcte. Alors bon, c'est pas du Scorsese, mais la réal est vraiment correcte. Le cadre et l'ambiance pré-68 de cette société de l'époque de De Gaulle, voilà, très coincée, très sexiste, patriarcale, où l'homosexualité n'a pas sa place. Voilà, tous ces thèmes sont abordés de manière très comique et donc ça fonctionne vraiment plutôt bien. Et après, il y a aussi le casting. Alors, c'est le casting surtout des plus âgés, avec notamment François Rollin en proviseur, qui est très drôle. Excellent. Et Gérald Laroche en prof de latin, un misogyne, acariâtre. Alors, si je vous dis Gérald Laroche, vous n'avez peut-être pas le nom, mais si vous voyez, quand vous verrez sa tête, il va tout de suite vous parler. On le connaît, ouais, il fait partie de ses seconds rôles. On regarde la bande-annonce derrière, là, donc je pense qu'on a dû le croiser. Exactement. Voilà. Après, il y a quelques réserves sur le jeu des plus jeunes, sur certains. C'est vrai que ça s'ouvre peut-être difficilement la comparaison, parce que c'est quand même des grands acteurs. Mais voilà, en gros, ça fonctionne bien et ça fait plaisir. C'est toujours pareil, c'est toujours chouette de voir des séries qui peuvent s'adresser au plus grand nombre, mais où il y a quand même un minimum de qualité dans l'écriture, dans la réalisation. Et puis, voilà, c'est Prime. Ça montre aussi qu'Amazon commence à arriver avec ses productions. Disney aussi, pour rappel, Disney a signé 4 programmes qui doivent sortir cette année. Donc, Après, c'est une obligation, ils ne font pas ça simplement par philanthropie. Ils ont mais je pense une obligation y a aussi un intérêt de marché. Aussi. Il y a aussi un intérêt de marché. C'est un mix des deux. En fait. Oui, bien sûr. Et après, des séries françaises qui s'exportent extrêmement bien. Bon, évidemment, tout le monde connaît l'exemple de Lupin. Donc parfois aussi, ça permet aussi de faire des jolis coups et d'apporter peut-être un certain, une French touch et de diversifier l'offre. Un peu comme Casa de Papel, ces choses-là. C'est-à-dire qu'on sort un petit peu des standards des prods classiques. Et l'Espagne qui est mise à l'honneur et toute la production espagnole avec Casa de Papel. Et de plus en plus, parce qu'il y a eu Antidisturbios derrière. Il y a eu, on en a parlé la dernière fois. Il y a énormément de séries en fait. Tiré d'Arlan Coben, j'ai oublié. Enfin bref. Donc voilà, là aussi c'est sympa, ça fait une bonne diversité. Et globalement, on peut dire que ce dernier mois était un joli mois. Voilà, il y a pas eu de, il y a plutôt des belles séries qui ont bien marché et en plus qui sont plutôt bonnes. Donc ça fait plaisir. Voilà, il y a Amazon Prime qui accélère et on l'a vu notamment avec le football, Guillaume. Parce que c'est quand même une sacrée news. Alors Pascal Chevalier n'est pas avec nous pour commenter tout ça et on le retrouvera très vite. Mais voilà. Et c'est marrant parce que Canal l'a eu très mauvaise parce que quand il y a eu la fin des Espagnols, j'ai oublié leur nom. Mediapro. Canal a fait un peu les malins en espérant que la Ligue allait revenir à 4 pattes et puis dit nous on s'en fout. Et Amazon était au tournant là. Exactement. C'est ça. Ils sont passés derrière. Ça va devenir un vrai enjeu pour Canal de plus avoir quasiment de Ligue 1. Après peut-être ça va durer qu'un an ou deux, tu vois, on ne sait pas, mais c'est un gros coup. Ça plus la guerre sur la chronologie des médias en ce moment c'est pas chaud. Ça bouge. C'est pas un bon moment pour Canal sûrement en ce moment. C'est clair. Et rappelons que Amazon Prime Video diffusera donc les 80% des matchs de la Ligue 1 à partir de cette saison-là. En plus, c'est même pas l'année prochaine ou quoi, ça arrive dans quelques semaines. J'imagine même le challenge technique que ça doit être pour Amazon, de préparer toute la production, de recruter les journalistes, les consultants, etc. Enfin voilà. Ouais, mais tu vois, ils l'ont fait pour Roland Garros. Bon, les enjeux n'étaient pas les mêmes, mais déjà, Roland Garros, ça fait un moment. Ils étaient déjà là l'année dernière, je crois aussi. Ils avaient moins de matchs. Ils avaient moins de matchs. Je crois que si je te dis pas de bêtises, ils avaient l'exclusivité à partir de 21h. Si je dis pas de En tout bêtises. cas, Amazon qui petit à petit monte en puissance avec les exclus. Guillaume, autre exclu, ce qu'on va retrouver dans un instant, c'est un nouveau service de SVOD. Il s'agit du service d'ailleurs de notre groupe, Altis Media, avec le meilleur de RMC, RMC Découverte, RMC Story, BFM Business, BFM TV et même 01 TV. On en parle avec notre invité tout de suite.
Le retour de l'Ultra Haute Émission sur 01 TV. Merci d'être là. Alors, bien sûr, sur la chaîne 01 TV, mais aussi sur toutes les plateformes de diffusion et bientôt sur une nouvelle plateforme. Cela dit, au moment où vous regardez cette émission, sans doute que cette plateforme sera lancée et on va la découvrir tout de suite. Je vous présente RMC BFM Play avec Patricia Menarini. Bonjour Patricia. Bonjour François. Et merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes la directrice de RMC et BFM Play, une nouvelle plateforme de SVOD Replay. qui arrive, de replay qui arrive. Alors on est très, très heureux et très fiers de la présenter puisqu'elle représente en fait le meilleur du contenu de notre groupe Altis Média, c'est-à-dire RMC, BFM, 01 TV. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce nouveau service, Patricia ? Tout à fait. Alors RMC BFM Play, c'est sur une seule plateforme réunie l'ensemble des chaînes de notre groupe, BFM TV, RMC Découverte, RMC Story, mais aussi 01 TV, BFM Business, toutes les chaînes des régions et des contenus exclusifs. Donc on avait envie et on avait besoin de réunir sur une seule offre pour simplifier un petit peu l'accès à nos replays. Et à nos chaînes live, tous nos contenus au même endroit. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on pouvait retrouver tout ce contenu, mais il était un peu éparpillé, c'est ça ? Exactement. Il était assez éparpillé, mis à part sur les box des opérateurs, puisque Oui. bien sûr, tous les replays de nos chaînes sont disponibles sur les box et le seront bien évidemment, mais sous la marque RMC BFM Play à partir du 24 juin. Et sur les sites digitaux, on était un peu éparpillé. Donc, ce qui est très important dans le replay, c'est de pouvoir trouver son contenu en 1 minute. J'aime Top Gear, je veux revoir le keynote d'Apple. Et ben, il ne faut pas que je cherche dans 15 000 endroits. Il faut que je puisse arriver à un endroit et que je trouve très très vite mon contenu. Et c'est pour ça qu'on propose cette offre à partir du 24 juin. Le but également était de proposer une offre gratuite. Donc c'est pas vraiment de la SVOD, c'est de la vidéo à la demande mais gratuite qu'on appelle aujourd'hui dans le marché. Vous avez sûrement parlé de toute cette plateforme AVOD, Oui. donc entièrement financée par la publicité. Mais du coup, on n'a pas besoin de s'abonner à X99 par mois pour retrouver l'ensemble des contenus. C'est très bien ça. Alors la publicité, bon, c'est un mal nécessaire, on va dire. Comment cette publicité va-t-elle être distribuée ? Il y aura de la pub avant un programme. Est-ce que les programmes seront coupés comme à la télévision par la publicité ? Quelle est la stratégie ? Tout à fait. Classiquement, comme les replays sur les box des opérateurs, des pré-rolls et puis du mid-roll D'accord. pour pouvoir, effectivement, c'est ça qui nous permet aussi de financer des contenus exclusifs. Puisque sur cette plateforme, donc, vous allez retrouver toutes les meilleures marques du groupe. Donc, je suis fan d'high-tech ou de nouvelles technologies, je vais les regarder 01 TV. En live, en différé, avec les meilleurs contenus. Je suis fan d'économie, j'aime le business, donc BFM Business. On retrouvera les grands reportages de BFM TV. Je suis dingue de bagnole, et bien je vais aller retrouver Top Gear. Et on a été un petit peu plus loin dans l'expérience en fait. C'est au-delà de nos chaînes. On propose aussi un grand nombre de contenus exclusifs, notamment sur nos thématiques de prédilection, documentaires, bien sûr, du décryptage, du grand reportage, puisqu'on le sait peu, mais BFM TV fait énormément de grands reportages qu'on pourra retrouver sur la plateforme. Et Oui, des formats longs, comme on dit, Tout à fait. des 26 ou des 52 minutes qui sont diffusés le comme week-end ou le soir. Daval ou l'affaire Dupont de Ligonnès, qui sont des gros succès à la demande, en replay, puisque l'avantage, c'est d'être vraiment partout en mobilité et de consommer son contenu comme on le souhaite et comme on le veut. On a aussi fait beaucoup de chaînes thématiques digitales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les thématiques à centre d'intérêt, voilà, je suis dingue de pêche. Eh bien, sur RMC BFM Play, on pourra voir pêche XXL, les grosses bébêtes si j'adore, les chasseurs de crocos, un petit peu toutes les thématiques de notre groupe. Donc l'éditorial est très fort, Oui. c'est-à-dire que vous allez par thématique, la pêche, la voiture par exemple. Alors Guillaume qui est ici me parle depuis tout à l'heure de Faites entrer l'accusé. Oui. Depuis tout petit, il regarde Faites entrer l'accusé et c'est une licence aujourd'hui qui appartient à RMC Story. Ouais. Et Guillaume me posait la question secrètement, il n'ose pas vous la poser parce qu'il
qu'il est très timide. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver les Faites entrer l'accusé? Tout à fait, on va retrouver même une chaîne digitale de crime et investigation où on va proposer tous les meilleurs contenus de nos chaînes, puisqu'on a des grosses marques, effectivement, comme Faites entrer l'accusé, mais aussi Portrait de criminel, Indices, non élucidés, beaucoup de contenu autour de tout ça, et qu'on ne voit pas forcément au même moment sur la télévision, mais qu'on pourra retrouver avec de nombreux épisodes à binge-watcher ou à stacker sur la plateforme. Et ça, je pense que pour tous les fans, c'est super, parce qu'on pourra retrouver pas mal d'épisodes. Et par ailleurs, la transversalité, elle ira jusqu'où? Ça, par exemple, parler du Pont de Ligonnès. Si je tape dans le moteur du Pont de Ligonnès, est-ce que j'aurai tous les programmes Tout à fait. BFM, Faites entrer l'accusé, etc. que je vais retrouver Exactement. Le but aussi, c'est de pouvoir faire découvrir l'ensemble de nos contenus à tous les téléspectateurs. Effectivement, si je regarde RMC Story, Faites entrer l'accusé, je ne sais pas, peut-être, que sur BFM TV, il y a une excellente émission qui s'appelle Affaires suivantes et qui décrypte toutes les affaires criminelles et la police-justice du moment. Je ne sais peut-être pas qu'on a une super affaire d'aval en 4 épisodes faite par les équipes de la rédac de BFM TV. Donc le but, c'est que dans Crime et Investigation, je vais retrouver aussi bien des contenus de BFM TV que des RMC Story ou des contenus exclusifs qu'on aura acquis pour la plateforme, en fait. Des contenus exclusifs, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est de plus en plus présent. On prend par exemple le cas de Salto. Salto propose, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume, du contenu avant sa diffusion à la télévision linéaire. Est-ce qu'on peut imaginer ce type d'événement aussi sur RMC BFM Play? C'est pas qu'on l'imagine, c'est que c'est la réalité, en fait. Donc oui, chaque mois, même plus que chaque mois, on aura des programmes en avant-première des antennes. Typiquement, pour lancer RMC BFM Play, les équipes de BFM TV ont fait un grand reportage et une grande enquête sur Booba, qui passera avant la télévision sur la plateforme RMC BFM Play. Et puis sur RMC BFM Play, on a été aussi proposé des programmes qui ne sont pas diffusés du tout sur les antennes. Par exemple, on a acheté une série en 7 épisodes sur l'affaire Clinton. On a une grosse série qui s'appelle Duck Dynasty, qui est un des plus gros succès aux États-Unis sur une famille de chasseurs de canards. Bon, on est très de canards, ouais. On est très dans notre thématique. On ne va pas proposer de fiction, de série ou de cinéma sur RMC BFM Play. Parce que nous, notre ADN ici, c'est l'infotainment, c'est le factual entertainment et c'est le non-scripted. Donc on est plutôt dans le documentaire, dans la real life, tous les Seuls face à l'Alaska d'RMC Découverte, tous les documentaires ou le décryptage de l'actualité de l'information. Une petite question technique. Grâce à cette appli, donc, je pourrais télécharger, j'imagine, sur les smartphones, les tablettes, etc. Est-ce que je pourrais télécharger du contenu pour le regarder hors connexion? Non. Alors pour l'instant, on ne pourra pas télécharger le contenu hors connexion puisque nous sommes aussi distribués sur les box des opérateurs et que fatalement, on a tous des accords. Et voilà. Et parfois, il y a des questions de droit aussi, des ayants droit. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de compagnies qui n'autorisent pas forcément le téléchargement. Mais comme l'application sera accessible partout en mobilité, aussi bien en Wi-Fi qu'en 4G. De toute façon, franchement, on n'a pas forcément besoin de télécharger son contenu. Il est disponible suffisamment longtemps, notamment dans la partie, ce qu'on appelle la VOD, vidéo à la demande, pour pouvoir le regarder vraiment quand on veut, quoi. Donc on sera disponible au démarrage sur bien sûr les applications mobiles iOS, Android, sur le web rmcbfmplay.com et ensuite petit à petit on va arriver sur les téléconnectés, donc Android TV, toutes les box des opérateurs, puisqu'on va se renommer RMC BFM Play. Donc oui, on a mis 10 lettres mais on aurait pu en rajouter. Donc il y aura une seule et même offre, c'est-à-dire qu'en replay sur les box, il n'y aura donc plus forcément la verticale BFM, la verticale 01. Tout sera regroupé au sein de... Alors, tout est regroupé au sein du même nom, mais il y aura les verticales par chaîne. C'est-à-dire, si j'aime BFM TV, je pourrais toujours rentrer sur BFM TV, puisque un peu même comme fait M6 avec M6 Play, par exemple. Exactement, c'est assez classique. Après, voilà, là, on n'a pas pu dévoiler encore d'image parce que la plateforme est lancée le 24 juin, mais quand vous verrez l'ergonomie, on a vraiment essayé de penser un design hyper immersif,
pour pouvoir proposer une expérience digne de ce qui se fait aujourd'hui. Et on a beaucoup travaillé le design en fait et la user experience. Voilà, et puis si vous regardez cette émission après le 24 juin, vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'application sur votre smartphone. Et bien voilà, on souhaite bonne chance à ce nouveau bébé de la famille Altice, RMC BFM Play. Il nous fallait ce type d'outil aujourd'hui pour réunir le meilleur de nos contenus, alors à la fois donc en AVOD, mais aussi les lives. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut le répéter, on retrouvera le flux live de toutes nos chaînes. Et de toutes les régions. Parce qu'effectivement, on n'avait pas de replay pour nos régions et on se diversifie beaucoup sur les régions. Et le territoire de proximité, c'est important aussi. Patricia Menarini, merci beaucoup. Merci. Voilà, rappelons que vous êtes la directrice de RMC BFM Play. La suite de l'UHEC tout de suite, et on va s'intéresser à la sortie d'un film qui fait beaucoup de bruit, justement, même s'il s'appelle Sans un bruit 2. Notre rendez-vous making-of et j'accueille avec plaisir Pierre Thiolien. Bonjour, j'ai eu du mal Pierre. Oui. Pierre Thiolien. Bonjour François. Ça fait un mois, c'est pour ça. J'ai perdu l'habitude. Parce que dans l'intimité, je l'appelle Pierre. Je ne l'appelle pas Pierre Thiolien, si vous voulez. Pierre, tu as étudié, car c'est le mot quand même, le phénomène de la licence Sans un bruit. Et oui. À l'occasion de la sortie du numéro 2 de Sans un bruit. Sortie du numéro 2 qui était attendue, parce que rappelez-vous, je vous ramène en mars 2020. Vous vous rappelez les autobus, les stations de métro? Oui. Il était censé sortir le 18 mars 2020. Et petit événement mondial. Petit événement mondial de pandémie, il a été retardé, et là il sort enfin. Donc c'est la suite de Sans un bruit, logique. Ce qui était rigolo d'ailleurs, on voyait dans Paris des affiches avec écrit Sans un bruit alors qu'il n'y avait aucun bruit dans la rue. Oui, et puis surtout on les voyait jusqu'en juin, mai. Voilà, c'est ça, c'est resté des mois et des mois puisque tout était à l'arrêt finalement. Il n'y avait rien qui sortait finalement. Et le film était sorti en SVOD directement, je crois. Non. Il était sorti au cinéma? Non plus. Enfin, il a eu quelques avant-premières, une sortie aux États-Unis, mais il a eu très peu de temps d'exploitation avant sa ressortie récente. D'accord. Et donc là, on attaque le numéro 2. Le numéro 2, qui est donc la suite du numéro 1, c'est logique. Jusque-là, ça va. Et donc, pour rappel de l'histoire, en tout cas au global de Sans un bruit, c'est donc une invasion de monstres qui sont aveugles mais qui se repèrent au son. Et donc le but pour les survivants, et notamment la famille Consuic et la famille Abbott, c'est de faire le moins de bruit possible afin de survivre. Oui, voilà. Et donc ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il y a tout un travail au niveau évidemment du son. C'est-à-dire que le son, donc le réalisateur, c'est John Krasinski qui joue également l'un des rôles titres, qu'on connaît notamment pour la série Jack Ryan ou même The Office. Et donc il dit que le son a été intégré au script du film comme un personnage à part entière, puisque là l'enjeu majeur des deux films, c'est faire le moins de bruit possible. Oui, parce que dès que tu cries, t'es mort. En fait. Dès que tu bouges quelque chose, mais c'est dans le moindre détail. Par exemple, il y a une scène du premier film qui est très marquante, où les personnages jouent au Monopoly, puisqu'ils essaient d'avoir tout de même un semblant de vie à peu près normal, et toutes les pièces sont en mousse, pour justement limiter pour qu'il n'y ait pas de bruit, en pelote de laine, etc. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, en tout cas dans le premier volume, c'est que c'est tout dans le détail qui n'est pas forcément explicite. On comprend que tout est pensé pour le silence. C'est-à-dire qu'on le voit, ça c'est assez mis en avant, mais les personnages se déplacent sur des chemins qu'ils ont eux-mêmes créés en sable, pieds nus, pour évidemment faire le moins de bruit possible. Évidemment, donc là en plus on voit, donc ça c'est des images du deuxième volet, on a vu qu'il transportait une caisse, puisque le 2 suit directement sans ellipse les événements du premier film, et il faut savoir que donc, le personnage a accouché. Et donc c'est aussi cette problématique de un nouveau-né... Oui, on ne peut pas lui dire tu t'arrêtes de pleurer, s'il te plaît. Voilà. Donc ils le mettent dans une caisse. Ils le mettent dans une caisse molletonnée avec bonbonne d'oxygène pour qu'il puisse respirer, etc. Mais voilà, c'est aussi tout un enjeu de ce second volet sans spoiler, c'est justement les réserves d'oxygène. D'accord. Et donc notamment ce qui est assez intéressant, c'est que même sur le tournage, il y a eu globalement du silence. C'est-à-dire, Krasinski explique dans un des making-of que c'était un peu une ambiance en 2-3 soleils. C'est-à-dire que quand ça tournait pas, grand bruit, machin et tout, et forcément, puisque l'enjeu était de faire le moins de bruit possible... Voilà, pendant le tournage, parce qu'il y avait aussi prise de son sur le tournage. Oui. Et que le plus d'effets sonores ont été inclus au tournage, donc il fallait évidemment pour que, vu que les acteurs ne parlaient pas, ce soit le silence total. Il
faut savoir que par exemple, le premier film ne compte que 25 lignes de dialogue, parlées en tout cas, puisque les personnages parlent la langue des signes. Ouais. Et que la première ligne de dialogue intervient à la 38e minute du film. C'est-à-dire que pendant 38... Alors c'est pas un film muet, attention, hein, il y a de la musique, et justement, c'est tout l'enjeu là-dessus. Bien sûr. Mais par exemple, par comparaison, je vous ai amené, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on voit les courbes audio dans un logiciel de montage du premier film. Je sais pas si on va les voir. C'est relativement très... Voilà. Alors ça c'est Jurassic World qui est sorti la même année, voilà, c'est en comparaison. Donc ça c'est un film à gros budget, voilà, avec des gros effets sonores. Et on peut comparer du coup avec Sans un bruit 1, qui on va peut-être voir. Et voilà. Donc là on le voit, voilà, et donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus très tranquille. plat. C'est très très silencieux comme film. Ah, Ça s'excite sur la fin quand même. Bah, évidemment, il y a quand même des scènes d'action, le climax du film, etc. Et troisième phase de silence, finalement, c'est à l'exploitation en salle. Parce que, bon, bien évidemment, comme nous tous, moi, la salle m'avait manqué. Mais est-ce qu'il y a un truc qui nous avait pas manqué en salle? Qu'est-ce que c'est? Les dialogues. Non, les autres. Oui, les bruits, les pop-corn. Oui, les dialogues des autres, en fait. voilà. C'est ça. Et bah, phénomène. Alors moi, j'avais pas eu j'ai découvert le 1 plus tard, donc je l'avais pas vu en salle. Mais là, pareil avec le 2, un silence dans la salle. Mais un bonheur. Bon, pourtant, c'est parce que les gens sont tendus qu'on est un peu crispés. Mais c'est agréable parce que plus personne On n'ose manger. respecte malgré tout la philosophie du film, c'est ça, hein? Inconsciemment, parce que les gens sont tellement tendus et accrochés sur leur siège que personne n'ose mâcher son popcorn, ouvrir sa bouteille de soda. Enfin, rien, personne n'ose respirer. Oui, parce qu'on se dit, attends, il y a un vrai monstre qui arrive. Et... C'est ça, et puis, genre, comme la scène est tellement silencieuse que le moindre mouvement s'entend. Et donc après, donc, comme je vous le disais, tous les sons, beaucoup des sons ont été enregistrés sur le plateau, mais il y a quand même eu un gros travail évidemment de doublage et de bruitage. Et c'est aussi donc là un des aspects dont je parle pas souvent dans ma chronique, mais le son et le bruitage que moi je trouve hyper intéressant. Et voilà, on le voit sur les images. Moi, ce qui me fascine, c'est avec quoi ils font certains bruits. Donc là, par exemple, c'est avec du céleri pour faire et de la laitue pour faire les bruits de mouvement du monstre, très organiques du monstre. Ouais. Ils vont aussi utiliser des pattes de crabe pour faire les bruits on le voit, les pattes de crabe pour faire les mouvements des pattes. Enfin, c'est assez rigolo, les bruits d'eau, tout ça. Donc on aurait pu croire que c'était des bruits artificiels créés par des machines, mais non, en fait, ce sont des bruits organiques, analogiques en quelque sorte. Exactement, ça, hein. et c'est ça, moi je trouve finalement très poétique, c'est qu'on reste finalement très à l'ancienne sur le bruitage. Ça a son charme, je trouve. Voilà. Ils expliquent alors c'est un très bon reportage d'Insider que je vous invite à regarder. Ils expliquent qu'ils ont même dosé les bruits de pas sur le sable sont aussi redoublés, mais qu'ils ont dosé en fonction de la distance du plan. C'est-à-dire, puisque on se met à la place aussi du monstre qui entend plus ou moins, plus on est loin, moins on entend. Ça semble assez logique comme ça, mais il y a vraiment un gros travail du son. Et le premier volet, en tout cas, avait été nominé aux Oscars. Aux Oscars. Je confonds toujours les deux. Aux Oscars en 2018, du coup, pour la sortie qu'il n'avait pas remporté, puisqu'il y avait la même année Bohemian Rhapsody qui avait raflé l'Oscar du meilleur montage sonore. C'est vrai qu'il y avait de la concurrence cette année-là quand même. Ça faisait un petit peu plus de bruit en plus. Voilà. Et je vous parlais du sens du détail tout à l'heure. C'est notamment dans une scène qui se passe au tout début du premier volet au supermarché. Donc évidemment, je vous dis, monde post-apocalyptique, tout ça, vous imaginez tout de suite les plans classiques de supermarché vide. Eh bien, si vous prêtez attention aux images qu'on voit passer, est-ce que vous voyez ce qu'il reste dans les rayons finalement? C'est un peu la pagaille. Hein, c'est un peu la pagaille, mais il reste quand même pas mal de choses dans les rayons. On pourrait s'attendre à ce qu'il reste moins de choses. Et finalement, on se rend compte que ce qui reste, c'est les sodas, les bouteilles en verre et les paquets de chips. Et oui, pourquoi? Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Donc voilà, et ça, c'est pas du tout mis en avant par le film, c'est vraiment de l'arrière-plan et c'est les spectateurs qui l'ont remarqué. Pareil, les médicaments, il reste surtout les gélules, les comprimés, qui font également du bruit à transporter, les pchits, exactement. C'est rigolo parce que vraiment, il y a eu une profondeur scénaristique qui va jusque-là. Qui va jusque-là. Et puis surtout, du coup, vu qu'il y a peu de dialogue, comment on explique aux téléspectateurs le passif, le background, eh bien c'est finalement au travers d'une narration visuelle. Alors c'est peut-être un peu facile, mais c'est un peu forcé par le choix du silence. C'est que c'est finalement par les titres de journaux qu'on voit on comprend dès le début du premier volet. Il y a des monstres, il faut pas faire de bruit. Parce que finalement, c'est vrai que il y en a quelques-uns qui se font zigouiller, on comprend assez vite aussi. Oui, non, c'est assez. On a vite compris que quand on fait du bruit. De toute façon, les 10 premiers. Enfin, encore une fois, le premier est sorti il y a 3 ans maintenant, mais si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller le voir sans trop spoiler. Mais les 10 premières minutes vous mettent très vite dans l'ambiance. D'accord. Alors, tu l'as vu, le 2 ? Je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est très bien, mais ça reste pour moi dans la continuité du premier. Donc, on a passé la surprise et l'aspect assez chouette
D'accord. Oui, de l'originalité du premier, Voilà. en fait. Le premier, alors encore une fois, je ne suis pas allé le voir au cinéma, je l'ai découvert après coup, parce qu'on en avait parlé justement. Ouais. Mais j'étais agréablement surpris par ça. Je ah oui, le son a été pensé de A à Z comme une partie intégrante de l'histoire. Là, ça reprend la même formule, ça fait évoluer l'histoire, mais c'est pas aussi innovant à mon sens que le premier. Guillaume, est-ce que tu as le souvenir de bons retours de la communauté de Sens Critique sur Sans un bruit? Ouais, ils sont très bons, que ce soit sur le premier ou sur le deuxième. Et c'est marrant parce qu'en général, les films d'horreur, c'est pas les films qu'on note le mieux. En général, c'est plutôt du plaisir coupable. Donc on les voit, mais on met pas des très bonnes notes parce parce qu'on n'est pas très fiers de les avoir regardés. Ouais, puis c'est pas très bien travaillé. Là, voilà, comme Pierre l'expliquait, il y a un énorme travail sur la réalisation, sur le bruit, etc. Donc il y a un vrai travail de réalisation en vrai. Et ça se traduit par d'excellents retours, soit chez nous ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Ça fait partie de ces films d'horreur qu'on quasiment créé pas un genre, mais qui sont vraiment démarqués du reste avec une identité hyper forte et puis le travail qu'elle est derrière, quoi. Puis au-delà d'un film d'horreur, c'est aussi il y a un vrai message sur la famille, sur la parentalité, sur le deuil. Moi qui ne suis pas très fan de films d'horreur typiquement, c'est vraiment parfois émouvant, voire très touchant. Donc c'est vraiment, si vous avez l'occasion d'aller le voir en salle, foncez-y, parce que ça se voit quand même en salle. Avec un bon système sonore, mine de rien. Parce qu'il va y en avoir au moins 5 ou 6 ou 7. Oui. Alors, Krasinski a déjà révélé qu'il n'était pas initialement partant pour faire un deuxième opus, puisqu'il l'avait écrit, il l'avait un peu écrit comme un... Ah, le chèque, ok, bon d'accord, je vais en faire un deuxième. Ça. Non mais ça a rapporté beaucoup d'argent à Paramount. Le premier, pour un budget de 17 millions, on a rapporté 340. Ce qui est rien du tout quand même, 17 millions de dollars pour un film, c'est sûr. C'est rien du tout et ça en a rapporté 300. Déjà, tu fais les économies du dialoguiste. Hein. Non, mais sérieux, c'est vrai. Et là, le deuxième a un budget d'un peu plus de 60 millions, je crois. Ah, quand même. Pas grand-chose non plus. Ouais. Et déjà, au tout début de son exploitation, là, on a déjà rapporté presque 200. Donc, voilà, donc on est parti pour une grande licence. Et si c'est pas lui qui veut le réaliser, c'est quelqu'un d'autre de toute façon. Ils ont même pris des spin-offs déjà. Aujourd'hui, ça n'existe plus en fait. Quand tu as un gros spin-offs succès, déjà. Ah ouais. Non, mais de toute façon, quand tu as un gros succès aujourd'hui, que ce soit en salle ou sur les plateformes, de toute façon, tu sais que derrière, on va exploiter la licence. Et on va presser le concept jusqu'au bout. Et les derniers, en général, seront tout pourris. Et voilà, c'est ça qui est triste. Bon, ben voilà, écoutez, on va pas gâcher notre plaisir. L'économie. Et voilà. Sans un bruit 2 en salle actuellement. Merci pour cette analyse toujours passionnante, Pierre Thiolien. Et on va terminer cette UHE avec Laure Foulquier qui nous rejoint. Arrêtez de zapper. L'Ultra Haute Émission. Tous les mois, nous sommes là pour décrypter un petit peu l'actualité des séries, des films, avec Guillaume Boutin, évidemment, cofondateur de Sens Critique. Pascal Le Chevalier a signé son absence, mais il reviendra très vite. Et puis Laure Foulquier qui nous a rejoint. Bonjour Laure. Salut François, salut Guillaume. Très heureux de te retrouver. Laure qui va s'intéresser non pas au contenu qu'on retrouve sur les plateformes, mais là on va célébrer en fait le retour à la vraie vie et le retour dans les salles de cinéma. Exactement, et François. Tu as déjà testé donc ce retour, tu es déjà allé au cinéma. Absolument, chronique un petit peu spéciale ce mois-ci parce que c'est la première depuis la réouverture des cinémas et je suis très contente de célébrer la réouverture de la culture et des salles obscures. Les cinémas... c'est bien, ça tombe bien, enfin le nom Arrêtez de zapper tombe bien. Exactement, le titre, cette chronique n'a jamais aussi bien porté son nom. Arrêtez de zapper et foncez dans les salles obscures qui ont réouvert leurs portes du coup depuis le 19 mai, après 7 mois de fermeture. Les salles n'avaient jamais fermé aussi longtemps, même en temps de guerre mondiale, ça n'avait pas fermé aussi longtemps. Les cinémas ont attiré le jour de leur ouverture plus de 300 000 spectateurs, donc ça veut dire que c'était très, très attendu. Il y avait un vrai manque. J'imagine que même toi, au niveau de ta communauté, Guillaume, ça a été une célébration, non? Alors, sur la première semaine. Sur la première semaine. Ouais, mais comme pour le marché, c'est-à-dire que la première semaine a été folle. Mais alors après, la réouverture des terrasses, le très beau temps, ça a été plus difficile quand même. C'est sûr. Logique. C'est sûr. Mais ça va revenir, je pense. Exactement. En tout cas, moi, ça ne m'a pas empêché d'y aller. Je vous ai fait une petite sélection de 4 films que j'ai vus. Je commence par Drunk de Thomas Wittenberg. C'est un film danois avec notamment Mads Mikkelsen, que j'ai évidemment adoré, qui raconte l'histoire en fait de 4 amis qui décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien, selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang de 0,5%.
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant que leur vie n'en sera que meilleure. C'est-à-dire que boire est bon pour la santé pour eux. Voilà, ça, en gros, le petit 0,5% par millilitre de sang, grammes Oui, ça, par millilitre de sang, pardon, en fait, te donnerait la confiance nécessaire en toi pour accomplir de belles choses dans ta vie. Alors évidemment, au début, l'expérience se passe plutôt bien, et puis après, on en voit très très vite les travers et les limites. Exactement. De l'alcoolisme. Exactement. Donc au début, on rigole beaucoup. Le film est très drôle. Et puis à la fin, on rigole beaucoup moins. Ce drame, ça traite d'un sujet récurrent, la manière dont l'alcool agit sur chacun, le brin de confiance que ça peut donner à chacun après un ou deux verres. Mais par contre, il ne fait pas du tout l'apologie de l'alcoolisme. Bien au contraire, la frontière entre l'alcoolisme mondain et l'alcoolisme primaire est très bien dessinée, je trouve. D'ailleurs, le réalisateur explique, Drunk est pensé comme un hommage à la vie, comme une reconquête de la sagesse irrationnelle libérée de toute logique anxieuse, qui recherche le désir même de vivre, avec des conséquences parfois tragiques, qui sont plutôt bien illustrées dans le film. C'est très beau, par contre, c'est vraiment très beau. Ça a reçu l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur réalisateur. Et 7,3 sur Sens Critique. Je suis sur le site là. Ouais, c'est un des très bons films de cette année. César aussi du meilleur film étranger. Ouais, exactement. Donc à regarder si vous l'avez pas encore vu. Il est dans les salles, il est un peu. Il est dans les salles, plus pour très longtemps, je pense. Donc il est déjà sorti en fait. Il était juste déjà avant sorti, le deuxième confinement. Ah oui, d'accord. Et ce qui est super, il y a deux films comme ça qui ont fait une très très belle ressortie. C'est vrai que peut-être tu vas en parler. Adieu les cons aussi. Adieu les cons, ouais. Voilà, je vais pas en parler parce que il me semble qu'il n'est plus en salle. Adieu les cons, mais ah oui encore. C'est un succès énorme. Ah ouais. Moi je l'ai vu, j'ai adoré aussi. Le discours, ton deuxième film. Le discours, mon deuxième film qui est sorti donc la semaine dernière, il me semble. C'est un film français, c'est une adaptation du livre de Fabrice Caro. Et ça raconte l'histoire d'Adrien qui est coincé dans un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre. Et pendant ce repas de famille, Adrien attend la réponse de son ex, Sonia, qui a mis leur relation en pause. Et, il attend de savoir si elle veut reprendre ou pas. Adrien attend, après 38 jours, une réponse au SMS qu'il vient de lui envoyer. Et pendant ce repas de famille, Ludo, son beau-frère, qui est sur le point de se marier avec sa sœur, qui est jouée par Julia Piaton, lui demande de faire un petit discours pour le mariage de sa sœur. Et là, Adrien panique complètement. Et tout le film tourne autour de ce discours. Mais qu'est-ce qu'il va écrire dans ce discours ? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire au mariage de sa sœur, avec qui, il ne s'entend pas spécialement. Toute sa famille, globalement, le gonfle. Et lui, en fait, la seule chose à laquelle il pense, c'est récupérer Sonia, son ex-copine. C'est très drôle. Moi, j'avais lu le livre que j'avais adoré. Benjamin Lavergne, qui joue donc le rôle d'Adrien, c'est juste une évidence pour ce rôle, je pense, parce que il a ce petit côté agaçant, ado attardé, mais en même temps hyper sympathique et attachant. Et c'est bien tourné, donc en fait, ça tourne beaucoup autour du repas. Et Adrien quitte le repas pour faire des monologues face caméra. C'est très bien joué. Et franchement, c'est très drôle, foncé, c'est français. 6-5 sur Sens Ce qui est bien pour une comédie française, c'est vraiment bien. Ouais, c'est bien. Et effectivement, Kian Kojandi qui joue le beau-frère est juste insupportable. C'est le mec parfait que le beau-père adore, qui est tellement heureux. Et Benjamin Lavergne, c'est un peu le tocard. L'ovni de la famille, exactement. C'est très drôle. Et c'est vrai que le dispositif de mise en scène est super, où il y a ce côté un peu en plus dans le jeu de Lavergne qui est à la base un comédien de théâtre. Et donc, quand il brise le quatrième mur pour parler justement à la caméra, ça fonctionne hyper bien. Exactement. 6,9, c'est la note du prochain film dont tu vas nous parler, c'est Nomadland. Nomadland, que j'ai vu hier. 6,9 sur Sens Critique, c'est bien aussi. Non ?
c'est pas mal, tu sais. Enfin, Ouais, vas-y. Tu vas Non, laisser parler avant. Non, bon, après, non, moi, j'irai après. j'ai trouvé que c'était très bien. C'est réalisé par Chloé Zhao. 3 Oscars aussi. Hein. Oui, exactement. 3 Oscars, celui du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice. La meilleure actrice, c'est Frances McDormand, qui joue donc le rôle de Fern, qui, après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, elle décide de prendre la route dans son van aménagé et elle adopte une vraie vie de nomade à travers les États-Unis, en rupture totale avec les standards de la société actuelle. Et elle rejoint en fait une communauté de nomades qui se baladent avec leur van à travers les États-Unis. On les voit souvent d'ailleurs dans les films. Hein. Aujourd'hui, les films un peu d'auteurs américains, il y a souvent. C'est ça, c'est vraiment un vrai regard sur ces laissés pour compte de l'Amérique profonde qui font le choix de rompre avec la société. Et d'ailleurs, Frances McDormand, qui est donc l'actrice principale qui joue le rôle de Fern, pour préparer son rôle, elle a vécu dans une camionnette pendant 5 mois et elle a sillonné 7 États des États-Unis pour s'imprégner du rôle. Exactement, pour se préparer au rôle. Et on est vraiment immergé parce que certains figurants du film sont des vrais nomades qui font partie d'une association qui s'appelle Homes on Wheels. Et en fait, cette association a donné une liste de gens à la réalisatrice qui a pu caster certaines personnes. Elle les a rencontrés un par un et certains figurent dans le film. Donc on est vraiment immergé dans cette communauté. Alors, Laure a bien aimé, la communauté Sens Critique un peu moins, Si, visiblement. enfin, oui, non, mais 6,9, c'est une bonne note. Mais pour ce type de film, Oui. tu peux On aurait pu t'attendre. taper du plus de 7. Le précédent film avec Frances McDormand qui était Three Billboards, c'est 7,6. D'accord. Et il y a, entre guillemets, alors là on est vraiment sur des discussions d'initiés, mais entre 6,9 et 7,6, il y a quand même un monde. Ah, bien sûr. Pour un film oscarisé, tu vois, le dernier Parasite, chez nous, il a 8 de moyenne. Oui, d'accord. Donc c'est... Ouais, parce que tu sens, je pense en tout cas, parce que je n'ai pas vu le film, mais en lisant les critiques, ce que tu ressens aussi, c'est qu'on est sur le film d'auteur américain assez classique qui dénonce des choses qui sont très souvent dénoncées, effectivement, les gens qui prennent la route le jour où ils n'ont plus de boulot, etc. Puis ils ont plus le choix, donc c'est laissé pour compte. Donc c'est un très beau film, apparemment, mais voilà, c'est pas le chef-d'œuvre, c'est pas le chef-d'œuvre absolu. Et on termine, Laure, avec The Father. On termine avec The Father de Florian Zeller, qui est donc un auteur français. Un film magnifique avec Anthony Hopkins et Olivia Colman. C'est un film donc franco-britannique et c'est une adaptation de sa propre pièce de théâtre qui s'appelle Le Père. En français. Ça raconte la trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux parce qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et c'est aussi l'histoire de sa fille Anne qui va tenter de s'occuper de lui tant bien que mal et de l'accompagner un petit peu dans tous ces questionnements. C'est à huis clos, ça se passe entièrement dans le même appartement qui est un appartement londonien. Et en fait, on se balade tellement dans cet appartement qu'en fait l'appartement est presque un personnage à part entière. Et ça explique plutôt bien la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie connue et répandue depuis des années, mais qui reste quand même assez mystérieuse. On ne sait pas trop... D'autant qu'au début du film, on ne comprend pas trop ce qui se passe parce qu'on n'a pas les éléments en fait, de cette maladie. Et on se dit, mais pourquoi il ne reconnaît pas cette personne? Pourquoi cette personne arrive d'un coup dans le... Et en fait, on comprend ce que ressent cette personne, qui est même paniquée en fait, à des moments précis, en se disant, mais complètement qu'est-ce paniquée. qui se passe? Et pendant tout le film, c'est la frontière entre justement la perte de conscience et la réalité. Des moments de lucidité. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. The Father, qui est super bien noté. C'est 7,6. Ouais. Là, c'est vraiment une très bonne note. Et ce qui est assez extraordinaire, je trouve, c'est que on a un pitch quand même pas évident. Voilà, on va suivre le parcours d'un homme atteint d'Alzheimer avec ses enfants. Donc, faut envoyer les gens dans les salles quand même. Et on est à plus de 400 000 entrées, ce qui est très beau. Et puis c'est d'autant plus beau que Florian Zeller a quand même eu un Oscar pour la meilleure adaptation. Cocorico, des Français qui ont des Oscars, il n'y en a pas beaucoup. Donc le film est une très jolie histoire avec un cast incroyable. Enfin, Florian Zeller, qui n'est pas spécialement identifié de Outre-Manche, a quand même été chercher Colman et Anthony Hopkins. Anthony Hopkins qui est incroyable dans ce film aussi, bien sûr.
Ah, ça me fait Et plaisir. d'ailleurs, Florian Zeller a choisi de réaliser ce film en anglais pour travailler spécialement avec Anthony Hopkins. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a appelé son personnage Anthony, parce qu'il a pensé tout le scénario et la réalisation avec Anthony Hopkins. Et en fait, il a réussi à travailler avec lui. Donc c'est un petit peu la consécration pour Florian Zeller. Et Anthony Hopkins, c'est juste magistral. Moi, j'ai pas arrêté de pleurer devant ce film. C'est vraiment magnifique et ça démontre énormément la frontière entre la réalité et les questionnements que ces personnes atteintes d'Alzheimer peuvent rencontrer et leur famille aussi, la difficulté d'accompagner ces gens malades. Voilà. C'est très beau. The Father, la dernière sélection de Laure Foulquier. Merci Exactement. beaucoup Laure, Merci qui à nous a toi, donné François. envie de retourner au cinéma. Merci aussi beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous tout au long de cette ultra haute émission. Ce rendez-vous est terminé, on se retrouve très vite bien sûr. Et puis n'hésitez pas, le hashtag UHE sur Twitter si vous voulez réagir. Vous pouvez nous retrouver sur les box, sur la nouvelle plateforme qu'on a découvert tout à l'heure, RMC BFM Play, sur YouTube aussi, sur zeronet.com. Portez-vous bien et à bientôt.